Bienvenue, merci d'être à nos côtés, toujours dans cette organisation et dans ce suivi de destination d'excellence avec des rebondissements, bien évidemment. Mais bon, on continue et même si, il y a des ajustements au fil du temps, nos thématiques, elles sont prioritaires et donc on continue à avancer même si, encore une fois, il y a des ajustements. Audrey, je te laisse la parole parce que je sais que le temps est contraint. Allez, en effet, c'est parti. Donc, en effet, bonjour ou rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre donc accessibilité du donc label Destination d'Excellence qui se trouve ce chapitre dans ce qu'ils appellent le pilier qualité et pas dans le pilier éco-responsable. Je vous partage tout de suite mon écran et comme ça, nous pouvons bien sûr démarrer ensemble. Allez, je nous ai mis un joli petit visage pour parler d'accessibilité et d'ailleurs on va revenir bien entendu aussi derrière cette terminologie, qu'est-ce qu'on entend. Mais avant ça quand même, et comme le disait tout à l'heure Véronique, il y a quand même des évolutions, des modifications, des changements. Donc comme à chaque début effectivement de webinaire qualité, je vous fais quand même un petit retour parce que malheureusement entre des fois un webinaire et un autre, les informations que nous vous avons communiquées ont pu en effet un peu évoluer. Alors, à date, toujours bien sûr, du 28 février 2025, vous avez peut-être déjà été informé de ce qu'on appelle le statut des critères qui a été donc totalement supprimé et très prochainement, vous le verrez d'ailleurs dans le référentiel, les mentions critères rattrapables et critères non rattrapables n'existeront plus. Donc, il faut bien comprendre que cela signifie que à partir donc de maintenant, tous les critères sont rattrapables, ce qui est quand même, voilà, une nouvelle assez intéressante pour vous parce qu'on avait quand même des critères qui étaient dits donc non rattrapables et donc devenant presque obligatoires sur sur certains critères dits plutôt comportementaux. Et c'est vrai que ça pouvait être un petit peu, on va dire, à l'encontre de ce qu'on appelle une démarche de progrès. Donc ça, c'est quand même la première évolution. Euh, pour celles et ceux voilà, qui veulent aller un peu plus loin, dans le guide méthodologique qui est mis à disposition sur Atout France, il y a bien sûr eu une nouvelle version qui a été faite et la page en effet sur le statut des critères a totalement été retirée. Autre évolution quand même dont il faut qu'on parle, c'est la possible révision de la grille destination d'excellence, mais côté effectivement du pilier qualité. ADN et Atout France se sont mis d'accord pour engager un processus de révision, voilà, pour peut-être envisager d'éliminer certains critères qui étaient plus liés à l'audit complet. Voilà, pour l'heure, on n'a pas plus d'informations et surtout, on n'a pas encore le calendrier réel. Donc, voilà, on vous encourage quand même à continuer à travailler votre démarche de progrès telle que vous l'avez toujours fait. De toute manière, comme je dis, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce sera de toute manière toujours des éléments plutôt gagnants pour votre entreprise. Et là aussi, bien sûr, que ce soit Véronique ou au travers de nouveaux webcals, dès qu'on en saura plus, on vous fera un retour. Ce qui est quand même important de souligner, c'est que par contre, côté pilier environnement éco-responsable, il n'y aura pas de révision ou de nouveauté. Donc, c'est vrai que là-dessus, vous pouvez totalement vous concentrer. Allez, on va parler de l'accessibilité principalement donc du critère 172 à 179. Comme vous le savez, on va prendre chacun des critères et regarder ensemble concrètement quel est l'attendu et comment est-ce que vous, Office de tourisme, vous avez la possibilité d'apporter une réponse concrète au moment de l'audit. Alors, le premier critère, c'est l'établissement à sensibiliser son personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai envie de dire, c'est relativement simple, hein. Une feuille d'émargement liée à une thématique de sensibilisation en interne, faite par exemple par un référent handicap chez vous ou par une personne qui a les compétences nécessaires parce qu'elle-même a été formée ou sensibilisée. Ça pourrait être aussi un support de présentation que vous auriez pu mettre en avant. Alors, je mets effectivement avec une date quand même, bien sûr, toujours. On se souvient que quand même, dans une démarche de progrès, on a toujours cette notion de traçabilité datée. Ça pourrait être aussi un compte-rendu par rapport à une réunion dédiée. Vous avez à peu près tous, souvent dans les offices de tourisme, des procédures, des fiches d'instruction, des méthodologies en lien justement avec comment accueillir une personne présentant un handicap ou en situation de handicap, selon les différents types. Ça peut donc être aussi une action de sensibilisation qui pourrait être faite à travers ces processus en réunion d'équipe. Donc, ça, c'est vraiment à organiser chez vous et à tracer avec un document spécifique. Mais je voulais quand même vous parler d'un petit mot et revenir avec vous parce que on parle effectivement de handicap
Et je trouvais intéressant de revenir aussi sur la notion du mot handicap. Donc, il faut savoir que le mot handicap, en fait, ça vient d'un jeu anglais qui s'appelle Hand in Cap. Vous remarquerez, j'ai un super accent, hein. Bref, c'était un jeu de troc qui était pratiqué en fait en Angleterre au XVIIe siècle. Et en fait, ce jeu, oh, pardonnez-moi, ce jeu, en fait, il impliquait trois participants. Et on avait deux personnes qui échangeaient en fait des objets de valeurs différentes et un troisième qui était un arbitre déterminait si l'échange était équitable. Si l'échange n'était pas équilibré, donc équitable pour chacun, la personne qui avait l'objet le plus précieux devait ajouter une somme d'argent dans le chapeau, le cap, pour finalement compenser la différence. Et l'arbitre vérifie ensuite si les deux participants acceptaient le nouvel équilibre en plaçant la main dans le chapeau hand in cap. Et ce concept d'ajustement, en fait, pour équilibrer un échange, en fait, par la suite, était un peu étendu aux courses de chevaux ou en un système de handicap, c'est le terme qu'on emploie, attribuer du poids aux chevaux pardon, plus performants pour égaliser les chances. Donc, le terme, il a été vraiment aussi beaucoup utilisé, le terme handicap, justement pour ces courses de chevaux et vraiment pour cette notion toujours d'équilibre. Ensuite, il a été appliqué à d'autres sports, hein. Peut-être vous l'entendez d'ailleurs par exemple dans le golf, hein, on en parle aussi beaucoup. Et il décrit en fait un ajustement des conditions de compétition. Et donc, vraiment au XXe siècle, hein, c'est le mot qui commence à être utilisé dans le domaine médical, social, pour parler finalement d'un désavantage physique ou mental qui nécessite des adaptations pour permettre l'égalité des chances. Donc voilà d'où vient finalement cette terminologie du mot handicap. C'est vraiment aujourd'hui un terme qui désigne finalement une limitation physique, mais qui garde toujours cette idée d'un ajustement important pour équilibrer toutes les opportunités pour chacun des individus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap, on parle principalement, bien sûr, de quatre types d'handicap. Le handicap moteur que vous connaissez, donc, où on parle aussi, bien sûr, de limites, hein, bien sûr, de déplacement, hein. Ça peut être aussi des personnes juste en déséquilibre. On parle également, bien sûr, du handicap mental, hein, avec des déficiences plus ou moins importantes et jusqu'à effectivement la trisomie. On parle bien sûr de handicap visuel, hein, par rapport à cette limite. Alors, jusqu'au bout, effectivement, c'est l'aveugle, mais malgré tout, on a aussi tout ce qui est la déficience visuelle. Et puis, bien sûr, le dernier, c'est le handicap auditif. Donc, de vraiment la personne totalement sourde à la personne qui présente en effet une difficulté de compréhension, raison d'ailleurs pour laquelle souvent dans les offices, vous avez un outil qu'on appelle la boucle magnétique, hein, et qui permet effectivement de réajuster l'audition et de mieux se faire comprendre. Et c'est vrai que travailler sur au moins ces quatre handicaps, hein, en France, on en identifie plutôt sept parce qu'on a aussi des handicaps psychiques et psychologiques, mais c'est vraiment travailler sur cette notion d'inclusion. Donc, si je reviens aujourd'hui sur hop, nos critères, donc on a vraiment fait le zoom sur sensibilisation donc bien sûr à l'accueil des personnes en situation de handicap, principalement sur les quatre handicaps. Ensuite, on a trois critères. Les trois critères 173, 174 et 175, pardonnez-moi, traitent effectivement du label tourisme handicap. Donc, le 173, c'est un bonus. Donc, une fois de plus, bonus, je l'ai, ben, en effet, je récupère le point, je ne l'ai pas, ça neutralise la notation. On nous dit l'établissement est labellisé tourisme handicap, ben, c'est assez facile, hein, pour le prouver à l'auditeur. Vous avez en principe un certificat que vous aurez à remettre avant l'audit ou après l'audit en fonction de la méthodologie. Le 174, c'est le professionnel à réaliser une auto-évaluation tourisme et handicap. Donc là, moi, je vous encourage fortement, si vous n'êtes pas labellisé, bien entendu, à aller faire cette auto-évaluation et la dater, cette auto-évaluation. Pour faire l'auto-évaluation, il vous suffit de vous rendre sur le site de Tourisme et Handicap et de récupérer, bien sûr, les cahiers des charges inhérents à ce qu'on appelle l'information touristique et vous pourrez ainsi pouvoir vérifier où vous en êtes et répondre favorablement à ce critère. Le 175 nous dit, toujours en critère bonus, hein, le professionnel s'engage dans les 3 ans à se faire labelliser tourisme handicap ou s'engagera dans une autre démarche d'accessibilité. Bon, ben là, c'est assez simple. Ça veut dire que la direction va signer un papier, un engagement en tête, hein, comme quoi il va s'engager. Alors, je veux quand même faire un zoom rapide sur ce critère-là parce que faut que quand même, comment dire, dans une démarche éthique,
que l'engagement soit réel, hein. C'est vraiment parce qu'on a le souhait d'aller demain vers le label tourisme handicap. Sinon, voilà, n'encouragez pas vos directions à le faire si vraiment on sait que nous ne pourrons pas y aller, potentiellement parce que tout simplement le bâtiment, la structuration du bâtiment ne nous le permettra pas à date, ou tout simplement parce qu'en fait, ce n'est peut-être pas encore une priorité dans vos politiques. Parlons quand même un tout petit peu du label Tourisme Handicap, hein. Je pense que beaucoup le connaissent, mais il est important quand même d'en reparler. Donc, c'est une marque, un label, hein, qui aujourd'hui quand même est assez reconnu au niveau en tout cas national. Il date de 2001. Et vraiment, l'objectif de ce label, c'est de répondre aux besoins spécifiques des personnes, donc effectivement, qui ont un handicap. Et c'est vrai que là, on va retrouver nos quatre handicaps principaux, et comme on le retrouve dans le logo, hein, bien sûr, le moteur, le visuel, l'auditif et le mental. L'objectif de ce label, hein, c'est de vraiment faciliter l'accès au tourisme pour tous, d'encourager aussi les professionnels, dont aussi les offices de tourisme, à adapter les infrastructures, mais aussi les services que nous proposons, et bien sûr d'améliorer l'offre touristique pour toujours hein, une meilleure inclusion et une meilleure expérience client de l'ensemble et de tous. Au niveau des critères du label, donc vous avez tout ce qui concerne l'accessibilité physique, les aménagements spécifiques, la formation du personnel et tout ce qui concerne bien sûr la signalétique. Et donc je vous ai mis dans le petit encart bleu le cahier des charges hein, que vous pourrez donc également lorsque vous récupérerez, pardonnez-moi, le document sur le site de Occitanie, vous pourrez récupérer directement, je vous ai mis les cahiers des charges bien sûr qui sont spécifiques pour les offices de tourisme. Allez, on continue dans nos labels, une fois qu'on a bien sûr parlé de tourisme handicap, pour venir sur le 176 qui nous dit que l'établissement informe les clientèles sur son accessibilité effective en précisant notamment si son établissement a fait l'objet d'une dérogation concernant le handicap moteur. On nous dit sur le site internet à minima. Alors je vous dis, ça concrètement, il n'y a rien à montrer ou à prouver ou document à joindre parce qu'en fait, ça va être un critère qui est directement contrôlé en mystère parce que l'auditeur, il va aller sur le site internet de l'Office de tourisme et puis il va regarder. Généralement, chez les offices, c'est une information que l'on retrouve dans la rubrique Contact, où on retrouve notre adresse. On a souvent un petit lien qui fait état de accessibilité de notre office de tourisme. Et on va voir d'ailleurs qui peut nous amener vers peut-être un lien vers soit notre registre public d'accessibilité, soit la plateforme Accès Libre dont on va parler tout de suite. Je veux simplement dire que pour le 176, il n'est pas forcément attendu que vous ayez un rédactionnel de tous les services ou de toute l'infrastructure accessible. Ça peut être un lien aussi vers un autre outil qui va être à déployer, qui également est important, comme en effet c'est stipulé dans le 177, où on nous dit bien, le professionnel a rempli son registre public d'accessibilité et le tient à disposition de sa clientèle. Bon, ben là, pour répondre favorablement à ce critère, c'est assez simple. Il faudra remettre au moment de l'audit votre registre ou au moins pouvoir présenter la synthèse du registre public d'accessibilité. Alors, ce registre public d'accessibilité, on en parle quand même. Vous voyez, je vous ai mis une petite photo d'un registre en fait que l'on trouve chez tous les prestataires de bureautique, hein, que voilà, hein, concrètement, ça s'achète, hein, ça coûte une trentaine d'euros et à l'intérieur, on a des fiches que l'on va venir remplir, par exemple. Donc, il faut quand même savoir que ce n'est pas un document nouveau, hein, le registre d'accessibilité. Il est obligatoire depuis 2017 quand même, hein. Donc, notamment pour tous les établissements recevant du public, hein. Euh, donc là aussi, ça veut dire que malgré tout, pour une structure comme un office qui est engagé dans une démarche de progrès, le postulat quand même de base, c'est à minima être conforme avec la réglementation en vigueur et donc en effet se mettre à jour au niveau de ce registre public d'accessibilité. Euh, je vous mettais, hein, bien sûr, il y a aussi bien sûr les hôtels, les restaurants, les commerces, les bureaux hein, qui en font partie et on a vraiment cette obligation de disposer de ce registre d'accessibilité. Le contenu du registre, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce registre? À l'intérieur du registre, on va retrouver une présentation de votre établissement, donc de votre office. On va retrouver un descriptif de tous les aménagements et des équipements qui sont mis en place pour l'accessibilité. Les accès PMR, les rampes, les ascenseurs, les largeurs des portes. On va retrouver par exemple dans ces aménagements les boucles magnétiques pour les malentendants, des signalétiques en braille éventuellement ou en grand caractère pour les malvoyants.
C'est vraiment des éléments qu'on va avoir, des dispositifs aussi potentiels d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap mental. Donc, on va venir comme ça lister tous ces aménagements. Ensuite, on va retrouver à l'intérieur de ce registre nos attestations et documents qui sont réglementaires, comme des attestations d'accessibilité aux normes, des dérogations éventuelles, si votre bâtiment en fait état d'une dérogation. On aurait aussi pu faire des audits ou des visites hein, de contrôle par des organismes. Donc, les comptes rendus de ces diagnostics pourront aussi être intégrés dans cette partie sur les attestations. Ensuite, on va avoir une partie sur les plans des travaux engagés ou à venir pour l'accessibilité. Et donc là, c'est assez simple, c'est toute la liste des actions mises en place pour améliorer l'accessibilité, mais également le calendrier potentiel des travaux d'amélioration si à date, vous êtes encore en non-conformité sur certains éléments obligatoires aussi sur l'accessibilité. Hein. Comme on le disait, je me permets sur la précédente slide, hein, qui vient quand même de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances et qui fait qu'en principe, la majorité des ERP devrait être conforme. Et enfin, la dernière partie de votre registre doit comporter ce qu'on appelle les modalités d'accueil des personnes en situation de handicap. Donc là-dedans, ben, on va retrouver par exemple les formations de votre personnel que vous avez fait en matière justement d'accueil des personnes en situation de handicap. Alors attention, toujours, hein, tout à l'heure on a parlé de sensibilisation, là je parle plutôt de former. Hein, d'ailleurs, hein, via Tourisme Handicap, vous avez des formations qui sont proposées qui sont vraiment très intéressantes où on va vous mettre aussi dans la situation d'une personne qui présente un handicap pour aussi pouvoir un peu mieux le comprendre. Donc, ça peut être cette formation qui pourrait rentrer dans cette dernière partie, mais ça peut être aussi des informations sur les services spécifiques proposés, par exemple, que vous ayez des assistances particulières, potentiellement que vous ayez du prêt de matériel disponible ou accessible pour ces personnes-là. Enfin, toujours comment remplir le registre d'accessibilité. Donc, nous, on va dire la méthodologie préconisée, c'est un, déjà, recueillir toutes les informations. Donc, vous identifiez les aménagements, vous recensez les documents réglementaires, vous listez les engagements prévus. Deux, vous rédigez votre registre par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on va le rédiger certes de manière synthétique, mais à la fois complète avec des informations qu'on a recueillies. Et puis, on va les mettre en forme dans un document qui va être structuré. Comme je vous disais, il y a déjà des documents qui sont à la vente déjà un petit peu préformatés, un matriciel. Mais vous avez également, vous le voyez ici dans le petit encart bleu, donc le guide effectivement, au niveau donc, du site écologie.gouv.fr pour vraiment vous permettre de le rédiger. Et vous avez également de manière accessible une petite fiche de synthèse qui est plutôt intéressante également et qui vous permet là de remplir votre registre. Bien sûr, l'étape 3, ce sera comment dit-on, de faire une mise à jour régulière, bien sûr, de votre registre, pardon, d'accessibilité. J'aurais voulu essayer de vous montrer, hop, je vous demande juste un instant. Je vais juste arrêter le partage pour récupérer le lien quand même pour vous montrer rapidement la synthèse. Hop, et je vous repartage. Voilà. Donc, le document synthétique hein, qui est mis à disposition, donc, toujours pareil, hein, sur le site égologie.gouv.fr, vous voyez, c'est un petit document. Alors, lui, c'est vraiment le document de synthèse qui va vraiment permettre de revenir sur notre structure. Est-ce que le bâtiment et les services sont accessibles? Est-ce que le personnel nous informe sur l'accessibilité du bâtiment? Et puis, on va retrouver ici la formation, le matériel adapté, le contact. Où est-ce que le registre peut se consulter? Et puis, effectivement, ici, on va venir lister les prestations qui sont ou pas, qui ne sont pas, pardonnez-moi, accessibles et potentiellement, c'est un peu ce qu'on a parlé du plan de travaux, comment ce sera. Ça, typiquement, c'est le document, moi, que je vous préconiserai, pardon, de mettre à disposition pour répondre aux critères dont on a parlé donc tout à l'heure sur la mise à disposition de l'information. Donc, hop, je reviens dessus. Voilà, qui était vraiment le critère, hop, voilà, le 176, hein, pardonnez-moi, je refais écho, le 176, voilà, c'est vraiment l'établissement informe les clientèles sur son accessibilité et en effet,
moi, je vous recommande potentiellement, voilà, de pouvoir mettre cette petite synthèse que l'on vient de voir ensemble à disposition pour répondre à la fois au 176 et aussi au registre. Mais bon, vous l'avez quand même compris, pour répondre au registre public d'accessibilité, il va falloir aller plus loin que cette simple synthèse et vraiment remplir, hein, donc là, le vrai document. Allez, hop. Pour terminer sur le registre public d'accessibilité, parlons quand même de sa mise à disposition parce qu'on vient d'en parler, c'était important et c'est une demande. Donc, dans l'office, bah, déjà, le registre peut être consultable sur place à l'accueil ou dans un endroit bien visible. Alors, ça peut être simplement une information qui stipule qu'il est mis à disposition à la demande. Et puis, bien sûr, c'est effectivement le point sur l'affichage pour informer d'où est-ce qu'on peut le consulter. Mais bien entendu, l'idéal est qu'il soit directement publié en ligne sur le site internet pour faciliter l'accès à distance. Et éventuellement, une version PDF de la synthèse peut être possible en téléchargement pour faciliter son accès, bien sûr, pour ces personnes justement qui sont en situation de handicap. Le critère 177 nous dit le professionnel a renseigné, pardonnez-moi, sa fiche sur accès libre. Bah là, c'est pareil. Pour l'audit, c'est en partie mystère que ça va être identifié parce qu'on va aller sur la plateforme, on va vous chercher et une fois qu'on vous a identifié, bah, on va pouvoir vérifier si votre espace est complètement rempli. Et une fois qu'on viendra sur site, bah, vérifier en effet que les informations sont conformes. Alors, cette plateforme accès libre, il faut bien prendre en compte que c'est une plateforme collaborative, hein. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes, plusieurs intervenants internautes peuvent quand même la remplir, hein, parce que vraiment l'objectif, c'est fournir des informations précises sur l'accessibilité des lieux publics et bien sûr pour les différents types, hein, de handicap, hein. Donc, en fait, dans les fonctionnalités, le système, en fait, il nous permet vraiment de pouvoir rechercher les lieux accessibles, donc on peut rechercher les établissements adaptés aux besoins. On a même des filtres, hein, possibles. Et c'est vrai, voilà, qu'après, c'est vraiment une contribution collaborative. Donc chacun peut enrichir la base de données en ajoutant de nouveaux lieux ou en complétant, pourquoi pas, les informations existantes. Ce qui fait que parfois, quand vous vous cherchez sur la plateforme, vous vous trouvez, vous dites, mais c'est étonnant parce qu'on dirait qu'on nous a déjà rentré. Bah oui, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, comme c'est une plateforme collaborative, eh ben, il y a déjà potentiellement des internautes qui ont commencé votre fiche. Allez, pour remplir accès libre, pardonnez-moi. Donc, on va voir que soit le lieu existe déjà, soit sinon, en fait, l'idée, c'est de créer un compte pour rejoindre la communauté. Et vous allez ainsi pouvoir choisir ce qu'on appelle un profil. Est-ce que vous êtes contributeur? Est-ce que vous êtes gestionnaire d'établissement? Est-ce que vous êtes une collectivité locale? Donc, je pense que pour vous, on sera plutôt sur gestionnaire d'établissement. Vous renseignerez un nom d'utilisateur, une adresse, un email, un mot de passe, et hop, votre compte est créé. Une fois que vous avez créé, vous allez pouvoir ajouter ou modifier votre établissement, hein. Donc, d'abord, vous vérifiez bien sûr son existence. Et puis, vous allez pouvoir remplir toutes les informations nécessaires. Pensez bien à répondre à toutes les questions sur les desserts de transport, les cheminements extérieurs, l'accessibilité de l'entrée, les conditions d'accueil à l'intérieur, voilà, pour que réellement la personne qui est en situation de handicap et qui va sur le site Accès Libre, elle ait l'information la plus complète sur l'accès de votre office de tourisme. Et vous verrez, vous avez une rubrique de commentaires supplémentaires pour ajouter des précisions ou des particularités. Et ensuite, vous allez devoir soumettre en fait ces informations, hein, une fois que le formulaire est rempli. Vous allez soumettre la contribution pour qu'elle soit prise en compte et mise en ligne quand même après vérification. Je vous ai mis un petit encart juste qui dit que modifier un lieu existant, vous verrez que si le lieu il existe déjà et que vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez pouvoir de manière simple commencer à le remplir. Puis à un moment donné, vous allez être de toute manière bloqué. On vous demandera bien de créer votre compte pour pouvoir vraiment valider et finaliser votre fiche. Un point quand même important, je voulais juste revenir sur la différence entre le registre d'accessibilité publique et accès libre. Je vous ai fait un petit tableau rapide. Donc, il faut bien voir que le registre d'accessibilité, il est obligatoire. Accès libre, c'est une plateforme en ligne qui est collaborative et qui n'a pas de nature obligatoire. L'objectif, bien sûr, d'un côté, c'est informer sur l'accessibilité de manière assez large, hein, quand même, le dossier est assez important, alors que sur accès libre, c'est permettre aux usagers de manière totalement volontaire et indépendante de trouver les établissements qui sont accessibles. Consultation, bah, le registre, il est disponible sur place ou en ligne. Accès libre, c'est directement en ligne sur la plateforme collaborative.
En termes de mise à jour, bah, sur le registre, c'est vous-même qui devez faire la mise à jour, alors que sur Accès Libre, il peut y avoir aussi d'autres contributeurs potentiels qui vont venir les mettre. Et donc, en effet, hein, l'obligation légale, hein, oui pour le registre, non, bien sûr, pour la plateforme collaborative. Du coup, si on devait résumé, on dirait que le registre d'accessibilité, c'est le document réglementaire propre à chaque établissement, tandis que Accès Libre, c'est une plateforme publique et collaborative qui recense les lieux accessibles pour aider les usagers à bien choisir où se rendre, usagers clients bien entendu. Allez, dernier critère donc du référentiel chapitre accessibilité, c'est le 179. Toujours un critère bonus, on nous parle que le site du prestataire est conforme au principe du RGAA. Donc là, on va voir ensemble qu'en fait, la preuve que vous allez pouvoir donner, c'est un diagnostic ou une attestation potentielle de votre prestataire web qui aura fait les vérifications de conformité. Alors, ce RGA, ce référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc on vous le dit, hein, c'est vraiment un ensemble de directives élaborées par l'État pour garantir que les services numériques, comme bien sûr votre site web, là aussi, soient accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs. Et c'est toujours bien sûr avec notre loi de février 2005. Les objectifs du RGA, c'est en fait de pouvoir uniformiser l'accessibilité numérique, c'est d'être en conformité légale, notamment pour les organismes publics, et puis bien sûr, quand même, on reste dans une démarche d'amélioration parce que c'est encourager aussi la mise à jour de nouvelles pratiques et adapter, bien sûr, pour les besoins de tous les utilisateurs. En termes de méthode, alors je vais être très franche, je ne suis pas une spécialiste du RGA et pas une spécialiste du numérique. Donc, en matière de méthode technique, sachez qu'en fait, il y a 106 critères pour le RGA qui sont répartis en thématiques. Donc, l'accessibilité par rapport aux images, aux liens, aux formulaires, etc., etc. Et cetera. Et que, en fait, pour chacun de ces critères, c'est accompagné de tests pour vérifier bah, vraiment la conformité de vos services numériques. En termes d'outils, quand même, il existe un outil, donc je vous ai mis pareil, hein, vous le retrouverez, c'est un lien. Donc, il existe en fait pour Firefox et Chrome un assistant RGA qui a un petit module extension qu'en fait on vient mettre sur notre site internet et qui peut nous faire déjà une première approche de l'évaluation et du diagnostic justement de notre compatibilité à ces critères. Je vous ai d'ailleurs mis pareil hein, dans le petit encart le site d'accès sur le RGA complet hein, sur lesaccessibles.numérique.gouv où là vous retrouvez les 106 critères, les informations, le détail effectivement de l'évaluation et autres. J'attire votre attention une dernière fois et je vous conseille d'en faire part notamment à vos prestataires ou à vos webmasters en interne. Il existe un outil qui s'appelle Google Lighthouse, qui est également un outil de diagnostic qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour justement vérifier l'accessibilité de nos sites Internet. Cet outil, Google Lighthouse, en fait, c'est un outil américain. Et lui, il est basé sur un référentiel, alors c'est un peu technique, qui est WCAG. Et j'attire juste votre attention parce qu'il n'est pas, il n'est pas complet par rapport à notre règlement général français, c'est-à-dire le RGA. Donc, là aussi, voyez avec vos webmasters, peut-être pour essayer plus de revenir sur une extension, un outil Chrome, Firefox qui va vraiment faire le diagnostic et pas utiliser uniquement celui de Google. Voilà, il est pile 9h30. On a fait le tour de tous les critères d'accessibilité. Donc, bien sûr, rendez-vous au prochain webinaire ensemble. Peut-être qu'il y a deux ou trois questions dans le chat. Hop. Alors, j'ai mis beaucoup d'informations, Audrey, par rapport à tout ce que tu nous as déroulé. En complément de tout ce que tu as mis sur ta présentation, donc je suis revenue sur tout ce que nous faisons sur Destination pour tous en Occitanie. J'ai également donné tout ce qui concerne le label Tourisme et Handicap avec tous les liens qui sont utiles par rapport, donc, bien évidemment, à ce label. Et je vous ai également mis donc l'ensemble des webinaires ouverts à tous. Donc, on retrouvera les webinaires, les webcals, donc spécialement dédiés à la filière des offices en lien avec Destination d'Excellence, mais également tous les autres webinaires que nous proposons.
Voilà, donc pour l'information, on vous a tout mis là. De toute façon, comme je l'ai précisé en propos introductif, vous retrouverez donc ce webinaire donc en replay sur le site du CRT. Donc si vous avez des questions, Audrey est à votre disposition. Alors, je n'en vois pas. Le Audrey. support aussi sera mis à Le disposition, hein. support, bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein. Le replay et le support. C'était très clair, Audrey. Eh bien, écoutez, parfait, bonne mise en place, hein. C'est, je pense, en effet, un point aussi très important dans votre démarche de progrès. Le registre public peut être un peu chronophage, mais vous verrez, c'est quand même relativement simple à remplir, hein. Voilà, je voulais juste quand même le préciser parce que c'est vrai que ça peut parfois un peu faire peur, se dire que c'est un gros dossier, mais voilà, vraiment, ça reste quand même très accessible. On se retrouve donc le 28 mars, le vendredi 28 mars prochain, sur la thématique sobriété d'utilisation des ressources. Merveilleux. Voilà, donc je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire, hein, puisque donc ben, c'est voilà, donc on vous invite à vous inscrire et de toute façon, même si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, encore une fois, tout est disponible en replay avec les supports de présentation, mais c'est quand même mieux d'écouter en direct. Voilà, Bientôt, bonne journée à tous. merci à tous et puis à très bientôt.